Et il me dit combien je te dois. Et je me souviendrai toute ma vie de ce que j'ai répondu à ce moment-là, parce que je lui ai dit vous allez quand même pas me payer pour ça. J'ai découvert que mine de rien, l'avarice des gens peut leur faire des choses stupides. Parce que ce qui les gênait le plus, c'était pas finalement que j'achète leurs meubles, c'est que je gagne beaucoup plus d'argent qu'eux avec leurs meubles. Et ils étaient prêts à faire moins de chiffre d'affaires, mais ne pas me voir faire de bénéfices plutôt que qu'on gagne tous ensemble en fait. Et j'ai gagné un ordinateur quand j'avais une dizaine d'années à un concours de maths débile. J'ai eu plus de chance qu'autre chose. Et en fait, assez rapidement, l'ordinateur a été un truc qui m'a fasciné parce que c'était un outil avec lequel je pouvais fabriquer énormément de choses et où il n'y avait pas beaucoup de limites entre les idées et la réalisation. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de talent de bricoleur, quand vous n'êtes pas très doué avec vos mains, d'un seul coup, l'ordinateur devient un outil assez incroyable. Donc je faisais des bêtises, je programmais des choses, j'ai appris à programmer très rapidement, à le démonter, le remonter. J'ai grandi dans une famille formidable, mais qui a une caractéristique un peu particulière, c'est que les 6 premières années de ma vie, ils étaient multimillionnaires. Et la 7e, ils ont été ruinés parce qu'on a été... Il y a eu la guerre au Liban et on a quitté le Liban assez précipitamment. Et donc ma mère faisait des ménages chez un type. Et un jour, j'avais 12 ans, je faisais mes devoirs chez ce type, comme tous les mercredis, et je m'emmerdais à mourir. Et j'entends le type au téléphone en train d'hurler sur quelqu'un en disant je suis pas du tout content, c'est pas à la hauteur, c'est pas bon, le site est pas bon, machin. Et il raccroche le téléphone de rage. Et je lui dis vous savez, il faut pas vous mettre dans des états pareils. Si vous avez besoin d'aide sur votre site internet, moi je peux vous aider. Il me dit ah tu sais faire des sites internet. Je dis non mais bon ça a pas l'air très compliqué. Et puis je veux bien apprendre, mais il faut pas vous mettre dans des états pareils parce que vraiment vous avez l'air vieux, vous allez le cœur va lâcher. Et donc il rigole, il me dit bah voilà, écoute, voilà un CD-ROM avec les éléments. Et donc je rentre chez moi, je tape sur internet comment fabriquer un site. J'ai histoire véridique. Et je suis toutes les étapes et je fabrique un site et je lui ramène 2 jours après. Donc je prends mon vélo, je lui amène. Et le type regarde ça et il me dit mais c'est incroyable. Je lui dis non ça l'est pas. Et il me dit combien je te dois. Et je me souviendrai toute ma vie de ce que j'ai répondu à ce moment-là, parce que je lui ai dit, vous allez quand même pas me payer pour ça. Moi, je voyais des gens autour de moi travailler très dur, notamment ma mère, que j'aime profondément, maman, je t'aime. Et pour moi, c'était pas du travail, pour moi, c'était de l'amusement, et on pouvait pas gagner de l'argent en s'amusant. C'était pas comme ça que le monde marchait. Le monde marchait avec les gens qui souffraient énormément et qui gagnaient de l'argent, et puis il y avait tous ceux qui s'amusaient, et puis ils étaient artistes ou je sais pas quoi, puis ils gagnaient pas d'argent. Et il me dit non, écoute, tout travail mérite salaire, c'est très important que tu apprennes ça. Il serait honteux pour moi de pas te payer. Donc combien je te donne? Et je lui dis bah, écoutez, je sais pas, 50 francs. Alors là le type dit bon ok c'est perdu d'avance, il a aucun sens des affaires ce petit. Et il me dit bon je vais parler avec ta mère et on va s'arranger. Et donc une semaine après, il voit ma mère et il donne 6000 francs en liquide à ma mère. Et à l'époque ma mère gagnait 2000 francs par mois et ça a été un déclic dans ma vie. C'est vraiment, il y a un truc qui s'est passé, je me suis pas réveillé la même personne. Je me suis dit mais en fait c'est incroyable, je peux gagner de l'argent. Et donc j'ai été revoir ce type la semaine d'après, c'était l'unité de mesure la semaine, c'était le mercredi. Et donc la semaine après j'ai été le voir, je lui ai dit écoutez je vous propose de vous donner 50% de commission si vous me trouvez des clients et puis on fait ça ensemble et puis moi je fais les sites et puis vous leur dites pas que c'est moi qui l'ai fait quoi. Et ce type qui s'appelle Jean-Marie Beck qui me dit écoute c'est très très intéressant comme proposition mais je vais pas te prendre 50%. Je vais t'en prendre 20 parce que t'es vraiment enthousiasmant comme garçon. Et alors là, vous savez, il y a des moments dans la vie, il faut reconnaître la chance qu'on a eue et notamment une chance incroyable, c'est d'être tombé sur un type aussi bienveillant. Parce que je pense que l'histoire de ma vie entière aurait été très différente si j'avais commencé par une arnaque. C'est-à-dire que le type s'est dit ouais tiens voilà 50 francs puis je vais te faire 200 sites. À 50 francs l'unité, je vais gagner beaucoup d'argent. Et ça a été quelqu'un d'admirable et il avait donc le coup de chance dans le coup de chance. Il était vice-président du marketing d'Apple.
Et évidemment, je savais même pas ce qu'était Apple. Il me dit oui, tu sais, on fabrique des ordinateurs, il y a une petite pomme dessus. C'est connu ça. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentré dans ce monde. 2 ans plus tard, Steve Jobs revient à la tête d'Apple et la première chose qu'il fait en Europe, c'est de virer Jean-Marie Beck. Donc moi, j'ai appris le nom de Steve Jobs comme ça. J'ai découvert. Et en fait, j'ai travaillé avec lui. 2 ans plus tard, j'en avais marre de faire des sites internet. J'ai décidé de commencer à me dire comment je peux faire pour créer mes propres plateformes. Et j'ai créé une première plateforme qui s'appelle Over Linux, qui est une plateforme où les gens qui programmaient des logiciels libres pouvaient venir dessus et échanger de l'information. C'était pas encore un forum, les forums n'existent pas vraiment encore, mais c'est le début en fait de ces formes-là de communication. Et j'avais un trafic extraordinaire parce que le premier mois, je crois que 60 000 personnes sont venues sur ce site, le deuxième mois. C'était beaucoup plus simple à l'époque qu'aujourd'hui. Et au bout de quelques mois, ça me coûtait une fortune en serveur et personne ne voulait payer. Alors j'ai mis une pub dans la newsletter hebdomadaire et j'ai reçu dans la journée 7000 emails d'insultes de gens qui me disaient mais c'est une honte, tu casses les codes du libre, etc. Alors je me disais mince, il y a un problème, je comprends pas ces gens, ça me coûte une fortune, ils veulent pas payer. Donc j'ai mis la facture des serveurs sur la homepage. Quand vous arriviez en ligne, la première chose que vous voyez c'était la facture. Et il y avait un petit bouton donate, enfin donation, et vous pouviez cliquer et faire une donation par carte bleue, et j'ai reçu 25 €. Et au moins 200 emails d'insultes me demandant d'enlever cette page qui les emmerde. Donc j'ai fermé cette page, ça a été mon grand divorce avec la communauté du libre et de l'open source. Et donc je suis passé à autre chose, et j'ai grandi à Tours. Il y a un truc assez marquant dans cette ville, c'est qu'il y a un quartier entier rempli d'antiquaires, mais vraiment rempli d'antiquaires. Il n'y a pas une boutique qui n'est pas un antiquaire, un peu comme le quartier des antiquaires à Paris, dans le 7e arrondissement. Et c'est un quartier qui était sur le chemin entre le lycée et chez moi, enfin entre le collège et chez moi, et après le lycée chez moi. Et tous les jours, quand je marchais dans cette rue, c'était soit la guerre, parce qu'il y avait un monde fou, soit il y avait personne. Et au bout d'un moment, ça a commencé à me travailler. Je me suis dit, mais pourquoi il y a un tel différentiel? Puis j'ai commencé à me rendre compte d'un phénomène qui s'appelle la saisonnalité des achats dans l'Antiquité. C'est que la plupart des gens qui achètent des antiquités sont des gens qui ont des maisons de campagne dans le coin. Et donc, ils achètent que quand ils sont en vacances. Alors, je rentre chez un antiquaire, je lui dis, écoutez, vous vendez quand des antiquités? Il commence à m'expliquer combien ça coûte, machin. Et donc je suis venu avec mon appareil photo, j'ai pris en photo plein d'antiquités en lui disant que je voulais faire un exposé pour le collège. Alors ça c'est génial, quand vous avez cet âge-là, vous rentrez partout, les gens se méfient pas. Et j'ai mis les sites en ligne à 3 fois le prix, et je les ai mis en arabe, en chinois, alors évidemment je ne parle pas chinois, je ne parle pas arabe, je ne peux pas, mais par contre j'allais sur Babelfish et je faisais des traductions. Et alors comme j'avais aucun moyen, je pouvais pas faire des pages produits très compliquées. Et donc j'ai inventé le design minimaliste malgré moi, puisque j'avais des pages qui étaient très reconnues pour leur conversion, parce qu'il n'y avait rien, il y avait la photo, le titre, machin. Mais en fait c'était une contrainte, c'était pas autre chose. Et ça marchait super bien. Et j'ai commencé à vendre des meubles dans le monde entier. Et à 15 ans, je représentais 1/5 des ventes de la ville, je pense, de meubles. Et j'étais le plus gros acheteur d'antiquités. Et les types ont commencé à se dire quand même, là il y a un problème, parce que le type vend des meubles, machin, et j'ai commencé à avoir des problèmes, puisqu'ils ont commencé à m'interdire l'accès à leurs meubles au prix boutique, parce qu'ils me disaient, mais ta marge est trop importante, aucun distributeur sur Terre prend 2/3 ou 3/4. Je dis non, c'est pas ma marge qui est importante, c'est vos prix qui sont pas à la hauteur en fait. Vous êtes, de toute évidence, vous n'avez pas compris qui achetait ce type de meubles et pourquoi. Et vous n'allez pas me le reprocher, je vous fais faire du business. Et alors ça a été une grande découverte pour moi, parce que j'ai découvert que, mine de rien, l'avarice des gens peut leur faire des choses stupides. Parce que ce qui les gênait le plus, c'était pas finalement que j'achète leurs meubles, c'est que je gagne beaucoup plus d'argent qu'eux avec leurs meubles. Et ils étaient prêts à faire moins de chiffre d'affaires, mais ne pas me voir faire de bénéfices, plutôt que qu'on gagne tous ensemble en fait. Et donc, comme en plus, alors j'étais un peu fatigant à cet âge-là, j'étais un peu psychorigide aussi. Donc ça a commencé à rentrer en conflit, et là il y a un type qui a dit, bon écoute, combien ça coûte de te racheter? Je dis, ah bon, on peut vendre des... Ah ouais.
Donc j'ai été sur internet, j'ai tapé comment vendre son entreprise. J'ai contacté un avocat à Paris dont je me souviendrai très très longtemps, puisque j'ai dû aller à Paris voir un avocat qui était spécialiste de ce genre de questions. Et j'étais dans la salle d'attente et le type il rentre comme ça, il dit « Il est où ton papa ?» 1 an plus tard, alors ça a pris 1 an et demi, j'ai réussi à me débarrasser de ce putain de truc de meuble là. Et j'ai gagné pour la première fois de ma vie de l'argent. Et alors ça a été une très très bonne nouvelle pour moi, j'ai gagné plusieurs millions de francs à l'époque. Et en plus, c'est le genre de choses dont vous parlez pas avec vos petits camarades au lycée. Alors ça crée des petits décalages, du genre vous venez aux fêtes avec des caisses à champagne et vous dites ouais c'est un cousin, il me les a filés. Quand vous allez au restaurant et que vous êtes au lycée, bah, vous invitez tout le monde. Ouais, c'est bon, je connais le patron et il nous invite. Ah ouais. Et donc tout le monde croyait que tout le monde me connaissait dans la ville et que tout le monde m'offrait des trucs. J'étais pas vraiment communicable en fait, tout ce qui se passait. J'ai passé un lycée merveilleux et un jour, date fatidique, j'ai eu 18 ans. J'ai eu 18 ans et avoir 18 ans, ça a été une très très grosse angoisse dans ma vie. Puisque en fait, je me suis dit, mais comment je vais faire en fait, parce que j'ai pas suffisamment d'argent pour ne pas travailler toute ma vie. De toute évidence, il faut que je travaille, mais ça me fait peur. C'est pas du tout ce qui m'enthousiasme. Et j'étais très 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 angoissé à l'idée de perdre l'argent, mais vraiment. C'est-à-dire que j'en dormais plus, je commençais à stresser, je commençais à voir le compte en banque qui descendait, parce que les caisses de champagne en fait ça coûte. Et je me disais mais c'est pas possible en fait l'argent ça part, en plus il y a de l'inflation, vous connaissez l'inflation? Donc j'ai commencé à comprendre ce genre de choses, qu'en fait avoir du cash c'est pas la meilleure chose au monde, parce que le cash a de moins en moins de valeur tous les ans. J'ai pris conscience de ce genre de choses. Et alors là je me suis dit bon il faut arrêter, faut se libérer de ce truc à l'argent. Qui d'entre vous ici connaît cette série qui a bâti mon enfance, qui est le Caméléon? Jarod, exactement. Et alors c'est le modèle de mon enfance. Et il a une méthode d'apprentissage qui est en fait une méthode d'apprentissage relativement connue qui s'appelle l'apprentissage par simulation. C'est le fait de vous mettre dans des situations émotionnelles et de reproduire pour apprendre plus vite. Parce que quand vous portez un costume de pilote, bah vous apprenez plus vite à devenir pilote que quand vous n'avez pas de costume. Ça peut paraître con, mais de nombreuses études l'ont démontré. Et j'étais à fond là-dedans. J'ai toujours appris les choses avec la même méthode que lui, etc. C'était vraiment, je rêvais d'être aussi génial que lui. Alors malheureusement, je ne l'étais pas, mais j'essayais d'apprendre plein de choses et toujours. Et donc, je me suis dit, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver dans ma vie, parmi toutes les choses qui puissent arriver? Et donc en réfléchissant, j'ai découvert qu'en fait c'était de tout perdre, de perdre tout l'argent que j'avais gagné et de finir SDF. Et alors le complexe de SDF, ma mère me disait toujours si tu manges pas ta soupe, tu vas finir clochard. Si tu me... Donc il y avait un truc assez lointain là-dedans. Et donc je me suis mis en situation de devenir SDF pendant 15 jours. Alors à l'époque je vivais à Paris sur le Pont-Neuf, j'avais un appartement sur le Pont-Neuf. Et donc j'ai fermé la porte avec la clé à l'intérieur, j'avais une clé à l'extérieur. J'ai donné la clé qui était à l'extérieur à un ami qui partait 15 jours aux Maldives. Donc de toute façon, il n'y avait ni clé ni machin. Il y avait mon portefeuille, mon passeport, mes papiers, enfin toute ma vie était à l'intérieur, j'avais pas d'argent sur moi et pas de téléphone. Et j'ai pris je me suis mis dans un autre arrondissement pour pas croiser les gens que je connaissais parce qu'ils m'auraient aidé bien à la maison. Et je me suis dit, je vais vivre 2 semaines dans la rue, puis on va bien voir ce qui se passe. J'en ai tiré une très très grande empathie pour les gens dans cette situation parce que parmi les pires journées de ma vie, il restera celle-là pendant très longtemps. Vous imaginez pas à quelle vitesse on se dégrade et on se salit dans la rue. C'est-à-dire que le matin, vous vous dites, bon, je vais rester à peu près propre. Le soir, vous ressemblez à rien, quoi. Le lendemain matin, c'est un truc. Et la deuxième chose, c'est que vous n'imaginez pas à quel point le monde de la nuit est angoissant. Parce que quand on sort le soir, etc., on va toujours d'un point A à un point B. On reste pas fixe à un point. Quand on reste fixe à un point la nuit, on voit des choses hallucinantes. Ça, c'est le moment histoire de... mais vraiment, et c'est extrêmement angoissant. J'étais vraiment pas bien. Le lendemain, j'étais, mais c'est quoi ces conneries de Jarod? Mais faut arrêter tout de suite cette histoire. Faut vraiment pas le faire.
Et en fait, bah non, j'étais comme un con, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de machin. En plus, j'étais dans un tel état, je me voyais pas aller chercher quelqu'un que je connaissais. Parce que là, l'angoisse d'aller raconter mon expérience débile et que les types se foutent de ma gueule pendant longtemps. Donc deuxième jour encore pire que le premier. Et le troisième, ça a été le déclic. Je me suis dit, il faut se prendre en main, il faut le faire. Et il faut que tu fasses la manche, parce que tu peux pas rester sans argent. Parce que rester sans manger, sans boire pendant 2 semaines, tu vas pas survivre en fait. Surtout dans cet état. Enfin, en plus, je puais, enfin, c'était pas possible. Et alors, il faut faire la manche. Et alors, faire la manche, là, niveau ravalement d'ego, vous prenez cher. Et alors, j'ai eu une chance. J'avais lu quelques années auparavant un petit livre qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et dedans, il y a un chapitre qui explique comment faire la manche. Par étapes. Et donc j'étais là, j'essayais de me rappeler, ah oui, il faut leur demander l'heure avant, parce qu'il faut créer un lien préalable. Bonjour monsieur, vous avez l'heure? Oui, vous avez 5 francs. Et alors petit à petit, vous finissez par ravaler votre ego, vous commencez à développer des phrases clés, des discours, vous remarquez qu'il y a des choses qui convertissent mieux que d'autres. Puis j'ai réussi à gagner l'équivalent d'un sandwich, meilleur sandwich de ma vie, après la pire journée de ma vie. Le lendemain, j'ai réussi à gagner l'équivalent de 20 francs, j'ai réussi à pouvoir me laver. Le surlendemain, j'ai réussi à gagner une somme encore plus importante. Normalement, je commençais à devenir bon. Je commençais à repérer les trucs, j'étais de plus en plus propre. Donc il y avait une corrélation entre la propreté et l'argent que vous récoltez. C'est vraiment essentiel. Si un jour vous finissez dans la rue, restez propre. C'est votre seul objectif. C'est ce qui vous maintiendra en dehors de l'eau. Et en fait, au bout d'une semaine, bah, ça s'est bien passé. La deuxième semaine était très tranquille. Je me payais même l'hôtel. Donc voilà. Et en fait, ça m'a complètement libéré sur l'argent. Je me suis dit, je peux prendre des risques, tu peux y aller à fond. Franchement, il n'y a pas de problème. Au pire des cas, tu rebondiras même si tu finis sous un pont. Et donc, j'ai créé un hedge fund et j'ai perdu tout mon argent. Voilà. Voilà pour ma petite histoire. À ce moment-là, en fait, j'ai eu le malheur en fait, de faire de mauvais investissements. J'ai tout perdu. Ça m'a pas touché, sincèrement. Je pense grâce à cette expérience. J'ai recréé une entreprise qui s'appelle Ipios il y a quelques années. Après, j'ai eu un peu plus de chance. J'ai travaillé dans le LBO à Hong Kong. J'ai très bien gagné ma vie. J'ai eu la chance de partir en Californie. J'ai investi dans une vingtaine de startups. Puis tout s'est accéléré jusqu'à la fondation de The Family. Et donc voilà pour la petite histoire.